Bonjour à tous, c'est Caroline, bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de fou. J'ai beaucoup de thèmes en tête que je dois aborder. Alors j'ai essayé de le faire dans un ordre logique pour moi, mais en fait j'arrive pas à le faire parce que je bosse à l'instinct. Donc en fait il y a un sujet qui me vient et puis je le fais direct et puis j'ai envie de le faire tout de suite et puis j'ai envie de le voilà d'en parler immédiatement et du coup je laisse tomber ce que j'avais dit avant, ce que j'avais préparé avant. Donc du coup j'en ai plein en stock qui me reste et que j'ai plus l'inspiration là de faire tout de suite machin. Alors tant pis, c'est un peu n'importe quoi la succession des sujets. Donc je reste encore dans mon histoire de relations toxiques. On va dire que la perversion narcissique, c'est l'appellation générale, on va dire, et puis qui va parler aux gens qui vont chercher une vidéo, parce que c'est comme ça ils vont taper ça dans YouTube pour trouver des informations. Je tenais à faire une vidéo sur un problème diagnostique qui a été abordé très très bien par mon idole de psycho-clinicienne et chercheuse et professeure de psychologie américaine qui s'appelle le docteur Ramani, qui m'a gentiment donné sa permission pour que je parle de son travail en France, en français, aux youtubeurs. Je la remercie infiniment. Thank you so much, Dr. Ramani. Like you're my complete idol. I adore you. I adore your work. You're the most inspirational person that I've ever seen in this field. Like it's thanks to you. Like I've learned so much. So thank you so much, Dr. Ramani. France says thank you. Voilà. Je devais parce que j'ai envie quand même de pouvoir lui montrer la vidéo où j'ai pu parler de son travail, quand j'avais fait la demande auprès de son équipe. Alors, en fait, le docteur Amani explique que dans le groupe B des troubles de la personnalité du DSM, on a plusieurs diagnostics. On a le trouble de la personnalité antisociale et on a le trouble de la personnalité narcissique, qui sont dans les pays anglo-saxons traités sous un nom différent. On ne parle pas de perversion narcissique aux États-Unis, en Angleterre. Enfin bon, on va dire aux États-Unis parce que c'est là-bas que le plus gros travail se fait en psychologie. Enfin, on dit narcissism pour inclure en fait et la PN et le trouble narcissique depuis ses premières manifestations, on va dire les plus légères. Et après, il va y avoir des types de narcissiques que nous en France on n'a pas par contre dans la presse ou dans les reportages, qui n'est pas du tout abordé. Donc ça, je vous expliquerai effectivement la catégorisation américaine qui est vraiment intéressante et qui du coup répond plus à nos besoins diagnostiques en fonction de, enfin voilà, par rapport à ce que c'est un manipulateur pervers toxique. Ensuite, elle précise évidemment qu'il y a des degrés en fait dans le narcissisme qu'on appelle la dark triad, donc la triade sombre, la triade de la noirceur, avec trois différentes façons de fonctionner, pathologiques et dangereuses. Il y a donc le narcissisme, qui est la forme la moins grave en fait, entre guillemets. Vous avez la psychopathie et vous avez la sociopathie. Alors, je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo de la différence entre la psychopathie, la sociopathie et la perversion narcissique, qui s'appelle donc le trouble narcissique, on va dire en général en anglais. Alors, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un psychopathe, comme le précise bien le Dr. Amani, elle souligne bien ça, c'est un psychopathe naît psychopathe. Un sociopathe devient sociopathe. Et c'est quoi la différence entre un psychopathe, un sociopathe et un pervers narcissique? C'est que, en fait, un pervers narcissique, l'appellation ne va pas en fait. Il faut que je dise un narcissique tout court. Parce qu'un pervers narcissique, c'est un peu un psychopathe, vous voyez. Et c'est un psychopathe qui montre également les caractéristiques du trouble narcissique. Mais tous les psychopathes sont des personnes qui ont un trouble narcissique, hein, clairement. C'est juste qu'ils se manifestent d'une manière différente et plus tordue en fait, plus difficile à imaginer pour quelqu'un d'humain normal, comme vraiment que ça existe en fait. Voilà. Voilà. Pour vous donner un exemple voilà, qui va vous parler tout de suite, Dexter, dans la série qui passait à la télé il y a quelques années, Dexter, le gentil psychopathe, voilà, Dexter est psychopathe, c'est-à-dire qu'il est né avec une différence neurobiologique en fait, il n'est pas câblé de la même manière dans son cerveau.
et il n'a pas d'empathie. Le narcissique n'a pas d'empathie non plus, ni le sociopathe, mais ils en avaient à la base, enfin ils auraient pu en avoir. Voilà. Leur cerveau était câblé normalement à la base quand ils sont nés. C'est par un traumatisme dans la petite enfance, avant l'âge de 3 ou 4 ans pour le narcissique, et ça peut être jusqu'à 15 ans à peu près pour la sociopathie. Mais souvent, ça commence quand même par des abus, de l'agression et de la maltraitance dans la petite enfance, pour la sociopathie et pour le narcissique. Ça va être des enfants qui vont se développer avec des carences émotionnelles et des troubles de la régulation des émotions qui vont être accompagnés d'une sorte de philosophie, en fait, pour le sociopathe en particulier. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre à mal se comporter pour avoir ce qu'il veut. Parce qu'il a grandi dans un environnement dangereux, difficile, pauvre, où le crime était la loi. Voilà, ça va être un sociopathe. Vous voyez, les personnes qui ont, par exemple, fait le shooting dans leur lycée, la Columbine, il y a très très longtemps, là, dont Michael Moore a fait le film, ça, ce sont des enfants sociopathes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont acquis un fonctionnement antisocial, c'est-à-dire qu'ils prennent du plaisir à être contre la société, contre les autres, et à détester les gens, et à ne pas du tout avoir de problème, alors marcher dessus, à leur faire du mal, à détruire et à tuer et à briser pour obtenir leur gain qui va être la plupart du temps philosophique, entre guillemets. Soit c'est une conviction vraiment qu'ils ont de vie, en fait, que vraiment c'est leur mission, voilà, comme les enfants qui font des shootings au lycée, des trucs comme ça, qui vraiment ont pris pour mission de détruire le symbole qu'ils avaient eux du conformisme de la société et tout ça. Et vous allez avoir, par exemple, les dealers de drogue, les grands patrons des cartels, tout comme ça, sont diagnostiqués sociopathes, là, par exemple, par les psychologues. Vous avez tous les criminels, en fait, on va dire, qui veulent qui cherchent le gain, qui cherchent l'argent et une position de pouvoir intéressante pour eux. Voilà. Mais ils ne vont pas prendre plaisir par sadisme dans le mal qu'ils peuvent faire aux autres. C'est pour atteindre leur objectif. Donc ils s'en foutent par quoi ils passent, mais ils ne se régalent pas de faire le mal. C'est juste que le mal ne les atteint pas, en fait. Ça ne les dérange pas de le faire. Ils ne voient pas ça comme un problème éthique qui les perturbe. Le narcissique, lui, voyez bien, est vraiment un degré quand même, on va dire, moins grave, parce qu'il n'est pas en train de vouloir faire du mal au départ, hein, dans le diagnostic du trouble de la personne narcissique comme il est dans le DSM. On met surtout l'accent sur le comportement très immature, en même temps très difficile à supporter pour l'entourage de la personne narcissique, qui va être un peu une tempête là autour de lui. Enfin, ça va être le bordel à cause de ça, parce qu'il est insupportable, et voilà. Bon, ce qui va faire souffrir, mais pas de manière consciente, vous voyez, qui ne va pas décider de détruire, exactement. Ça, en fait, c'est un peu plus ce que nous on appelle en France la perversion narcissique, qui a été conceptualisé par Paul-Claude Rakami en 1985, qui n'est pas un concept que les Américains ont, enfin, que les anglophones ont. Donc les anglophones, eux, vont plutôt parler dans ce cas-là de psychopathe, à la rigueur, pour parler de certaines formes extrêmes de perversion narcissique. C'est-à-dire que quand vous avez un pervers narcissique qui vous a torturé psychologiquement en se délectant, et ça se voit, hein. J'ai beaucoup vu sur Instagram de posts où on parlait du sourire du PN. C'est un sourire psychopathique. Et effectivement, quand je parlais de Dexter tout à l'heure, on voit très bien vous voyez, dans les gros plans qu'ils font là, au départ et tout, on voit sur son visage la capacité déjà très très importante à mimer les émotions des autres, à imiter l'apparence des sentiments et de la vérité. Donc ils sont effectivement très 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 forts en jeu d'acteur. Alors que quelqu'un qui a un trouble narcissique basique, qui n'a pas de psychopathie en lui,
va être assez facilement détectable en réalité. Je me souviens que la personne qui pour moi était de manière évidente pervers narcissique, mais qui après avoir bien réfléchi et retrouvé beaucoup d'éléments dans ma mémoire, je ne pourrais plus être aussi sur le diagnostic et je dirais plutôt que c'est une forme, on va dire, acquise et réactionnelle de défense narcissique en fait qui l'a conduit à me faire tout ça. Je pense que ce garçon-là, il était très évident, il était vraiment, c'était pas facile enfin, c'était pas possible que ce soit pas, que ce soit faux. Vous voyez, enfin, parce que ça se voyait trop quand il voulait faire faux, enfin, quand il voulait faire semblant et je captais, donc voilà, et ça m'a, je me suis dit, ça marche pas du coup, oui, ça clique pas. Je pense que c'est voilà, c'est le psychopathe dont on parle quand on parle de la personne capable qui a appris depuis tout petit à, euh, à faire comme les autres pour ne pas être détecté. Rappelez-vous la règle de Dexter numéro 1, don't get caught, ne te fais pas attraper. Voilà. Et ça c'est marrant parce que quand on parle de narcissisme et psychopathe, dans les posts américains, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup le truc de du fait que voilà je sais plus, j'ai perdu mon idée, excusez-moi, pardon. Ouais, ça m'apprendra à pas faire de plan et à pas faire une vidéo comme ça. Bon, je reprends, parce que là, ça part en tous sens. Donc oui, comme je disais, voilà, c'est plutôt les psychopathes, je pense que c'est plutôt ça qu'on veut dire, nous, quand on parle de violence narcissique en France, dans les formes graves, dans les formes où il y a vraiment de la cruauté, du sadisme, des agressions physiques, mais dégradantes, pas forcément des coups dans la gueule, hein. Je veux dire des abus sexuels, par exemple. C'est un sujet qui n'est pratiquement, enfin, que je n'ai pas entendu aborder sur aucune chaîne. Effectivement, je suis un peu. Ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit est-ce que j'en parle pas, mais il faut quand même bien se dire qu'il y a une forme de. Enfin, il y a des tortures, il y a des tortures, il y a des personnes qui sont diagnostiquées par nous-mêmes pervers narcissiques, enfin, dans la catégorie générale de ce qu'on a en tête quand on parle de pervers narcissiques. Il y a des pervers narcissiques qui ne font pas que blesser avec les mots. Il y a des viols, il y a des tentatives de meurtre déguisés, et je l'ai vécu. Voilà, je l'ai vécu moi-même. L'agression sexuelle, c'est quand même un niveau, vous voyez, qui de cette manière-là, très très sadique, ne rentre pas dans ce que, moi j'entends dans le DSM par le trouble de personnalité narcissique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'un narcissique ferait. Même si tous les psychopathes sont narcissiques, mais c'est la psychopathie qui crée chez certaines personnes un sadisme, un plaisir intense dans la souffrance la plus rabaissante en fait de l'autre. C'est voir, et ça même je trouve que dans la série Dexter c'était pas mal comment il l'a présenté parce que il montrait que voilà, ce que voulait Dexter c'était ce moment où l'autre était complètement à sa merci en fait. Voilà. Que c'est le moment de voir l'autre mourir, lâcher sa vie. Voilà. Le moment où la vie le quitte. C'est ça son high dans la série. Je m'en souviens, il l'expliquait très bien. C'était très bien représenté. Et, euh, et après, en y réfléchissant, même en parlant maintenant, là, dans la vidéo, je me dis, voilà, en fait, c'est ça qui fait peut-être la grosse différence et qui nous permet de savoir si c'est un psychopathe à qui on a affaire et non pas tout simplement, même si c'est déjà beaucoup, mais non pas un narcissique basique. Enfin, basique, c'est pas basique, hein, c'est un narcissique, c'est un trou, enfin une personne qui souffre du trouble de la personnalité. Mais vous voyez, ça ne se manifeste pas de la même manière parce que le pervers narcissique, comme nous on l'entend quand on en parle dans la communauté, je vois bien qu'il y a des dissonances en fait entre les gens parce que bah, je vois bien que c'est pas. Des fois, on fait écho à ce que quelqu'un a dit dans une vidéo, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est pas exactement ça qui était expliqué derrière. Je trouve qu'hélas, à force de vouloir simplifier les choses pour que ce soit plus accessible à tout le monde,
et que ça ne fasse pas jargon d'un télo. Et là, du coup, on a perdu enfin, les éléments importants quand même diagnostiques et scientifiques qui comptaient pour pas parler de n'importe quoi avec tous les mots, avec le mot qu'on veut. Enfin, voilà, c'est quand même des choses très différentes. C'est des réalités qui ne s'expriment pas de la même manière. Si un pervers narcissique, dans le sens trouble narcissique, va être très difficile à vivre, va vous faire souffrir, va vraiment ne pas vous considérer, ne pas vous apporter d'amour, ne pas vous aimer de la bonne manière, ne pas vous aider, ne pas vous soutenir. Si ça va être une relation de merde, on est clair, je parle comme ça, c'est tout. Avec un psychopathe, c'est pas une relation de merde, c'est une relation où votre vie est en danger. Vous voyez, c'est quand même pas exactement la même chose. Je dis pas que c'est moins grave. Voilà. Après, effectivement, si on doit établir quand même un degré de... Voilà, le plus dangereux pour l'homme, c'est le psychopathe. Parce que le psychopathe n'a aucune empathie de manière neurobiologique. Enfin, il n'a pas de possibilité d'avoir un remords ou de se rendre compte que ce qu'il fait, c'est en contraire à une conviction, que ce soit sociétale ou même personnelle. Lui, sa conviction personnelle, c'est que c'est vachement intéressant et c'est super kiffant, pour parler mal, mais c'est super kiffant de voir l'autre dans son moment le plus vulnérable où son humanité est la plus pathétique en fait, et la plus tragique dans sa manière de sortir de la personne. Il cherche le gore, vous voyez, mais pas le gore dans le sens forcément visuel. Vous voyez, même pornographiquement, ça va pas forcément être le truc le plus choquant, bien que ça peut l'être. Dans mon cas, ça l'était. C'était vraiment des pratiques voilà, issues de la pornographie qui étaient carrément le but. Mais ce qui vraiment était le projet derrière ça, je sentais bien que c'était rentré dans votre tête, en fait. C'est rentré dans votre tête. Et vous faire lâcher prise, vous. Voyez, c'est vous réussir à vous contrôler dans votre tête au point que c'est vous qui allez vous rabaisser tout seul, que c'est vous qui allez vous laisser violer en fait, que c'est vous qui allez devenir un joujou en fait pour la personne. Et voilà, et ça c'est particulièrement déterminant quant à savoir si c'est un psychopathe ou pas quelqu'un. C'est une personne chez qui vous allez avoir ce regard et ce sourire qui, je vous assure, à vous glacer le sang. Un narcissique va avoir une certaine candeur en fait dans son expression faciale, dans son regard, dans son sourire, un peu comme un enfant vous voyez, qui est tout content quand on lui fait un compliment. Vous voyez, il va pétiller les yeux là, voilà, il va essayer de faire de l'humour, ça peut être quelqu'un de très drôle, hein, de fun, hein, quelqu'un qui a un trouble narcissique parce que c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est le cœur de la fête, voilà. Comme dit le docteur Amani, ça peut être des personnes cool à avoir pour faire une soirée. Hein. Bon, juste une soirée, par contre, au bout de 2 heures, vous rentrez chez vous et vous les emmenez pas avec vous. Voilà. Mais c'est pas des gens, vous voyez, qui vont être dangereux dans un sens de mort physique ou plutôt que la personne quitte la vie en fait d'elle-même d'une certaine manière, mais en restant vivante, vous voyez, mais de faire abandonner tout ce que la personne a comme conviction, a comme principe, tout ce que la personne avait comme idée du bien, du mal, des gens qu'elle aimait, de ce qu'elle ferait jamais. Le plaisir du psychopathe, ça va être de vous faire renoncer à tout ça et de vous faire le contraire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu entendre quand on parle de personnes narcissiques, mais effectivement, là, dans ce cas-là, on va plutôt parler d'un psychopathe. Quelqu'un qui prend plaisir à vous torturer au point que vous devenez vous-même l'inverse de ce que vous voudriez, enfin, quelque chose de monstrueux qui vous répugne vous-même. Ça, c'est le plaisir d'un psychopathe. Voilà. De quelqu'un qui, vraiment, n'a d'autre objectif dans la vie que de voir les gens
se rabaisser dans leur humanité, parce que quand on est psychopathe, on n'a pas d'humanité en fait, biologiquement, dans la façon dont on fonctionne. Euh, c'est des gens qui ont toujours été démoniaques, entre guillemets. Vous voyez, de tout temps, on a des légendes, même au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, voilà, de personnages démoniaques, de vampires, d'âmes, voilà, d'esprits maléfiques, de demi-démons, demi-hommes. Enfin, par exemple, toute la légende autour du vampire, par exemple, pour moi, ça c'est plutôt le coup du psychopathe. Donc ça a toujours existé en fait, ce personnage du mal. Et je pense que, vous voyez, c'est pareil avec le concept du mal. Je pense pas qu'on pourrait dire, il faut pas dire que quelqu'un qui a un trouble de la perversion narcissique, enfin un trouble de la personnalité narcissique est quelqu'un de maléfique. Je pense que c'est quelqu'un d'effectivement très très souffrant. Je n'ai pas forcément, je ne dis pas haut les pauvres, mais un petit peu quand même, parce que bah, c'est pas forcément de leur faute si ils ont été perturbés à ce point-là dans leur petite enfance, par des parents souvent très très perturbés également, on va dire. Et là, ça crée une personnalité qui va ne pas connaître l'amour, qui va ne pas connaître le bonheur, qui ne va pas connaître les vraies belles émotions de la vie, et qui va être centré uniquement sur avoir une ressource narcissique qui lui arrive de la validation, de la validation, de la validation, de la validation en permanence, parce que l'estime de soi est beaucoup trop fragile pour fonctionner tout seul. Pour ces gens-là, vous voyez, je ne dirais pas qu'on est en face du mal. Je trouve que la comparaison serait pas assez bien, serait pas normale, serait pas accurate, excuse-moi, je ne savais pas le mot en français, pardon, serait pas adapté, voilà. Mais par contre, quand on va aller vers les sociopathes, effectivement, je peux comprendre qu'on commence à dire quelqu'un on va dire d'amoral. Moi, je vais parler de amoral peut-être pour dire. C'est quelqu'un voilà, qui n'a aucun sans foi ni loi, voilà, comme on dirait en français. Mais quand on va parler du mal, dans le sens comme si, vous voyez, comme le mal, l'enfer, le diable, voilà, ça, si il y avait une représentation humaine de ça, ce serait le psychopathe. Parce que le psychopathe n'est pas un humain normal. Le psychopathe est une catégorie qui a les traits physiques d'un humain, mais dont le fonctionnement neurobiologique est tellement dénué de ce qui fait l'humanité, c'est-à-dire la compassion, la solidarité, l'amour, le partage, l'empathie, tout simplement, ce qui nous lie tous, euh, la pitié, l'admiration. Le psychopathe n'a rien de tout ça. Hein. Le psychopathe fonctionne de manière complètement autocentrée sur avoir ce qu'il a envie d'avoir, ce qui lui procure du plaisir. Parce que, hélas, le pauvre, mettons à sa place, il souffre beaucoup parce qu'il doit beaucoup faire semblant tout en permanence. Si vous vous souvenez dans Dexter, c'était pas évident hein, de jouer la comédie avec la fille, avec Rita, sa femme, avec les enfants, avec le boulot, avec sa sœur. Voilà. Il a vécu avec son père qu'il avait pu être lui-même. Et effectivement, j'imagine que ça doit être très 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 lourd à porter comme fonctionnant parce qu'on ne peut jamais être normal, enfin être comme soi-même, sauf dans les moments où on a une victime entre les mains. Donc je suppose effectivement que c'est un fonctionnement qui ne doit pas être évident à avoir. Je n'ai pas envie de me mettre à leur place particulièrement, mais bon voilà, je me dis que c'est pas quelqu'un qui peut. Je sais que de toute manière, le trouble de la personne narcissique ne peut pas être soigné non plus, mais que la psychopathie, c'est que c'est même pas la peine d'y penser que la personne pourrait éventuellement être différente, ou aurait pu être différente. Non, la personne est née comme ça. Et on ne sait pas trop d'où ça vient. Enfin, il y a une partie génétique, il y a un terrain génétique, mais il peut y avoir d'autres facteurs psychologiques, psychiatriques. Enfin, il y a plein de facteurs environnementaux pour la mère, pour la grossesse. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que on a un bébé psychopathe qui arrive. Et peu importe comment on va le traiter dans son enfance, on peut être la plus gentille parent du monde, adorable, affectueux et tout, ça ne changera rien. Voilà.
Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Dexter, où le père de Dexter est un papa formidable et il a compris comment était son fils très vite et a décidé de lui donner un code pour qu'il ne soit pas voilà, trop mauvais. Et c'est une série télé, hein. Voilà. Mais c'était une bonne idée effectivement, et ça montrait quand même assez bien ce que le psychopathe doit faire pour survivre et ce qui est son but dans la vie. Voilà. Parce que il n'a pas de faiblesse en fait, ce psychopathe. À part peut-être son propre, son propre démon qui peut le faire faire des crimes atroces où il va devoir après faire des années de prison et même beaucoup de psychopathes, ceux qui passent sous la peine de mort aux États-Unis, enfin voilà, c'est souvent dans des cas comme ça. Voilà, c'est des gens qui vont avoir une vie en général quand même, qui vont se faire attraper quand même un jour et qui vont devoir payer devant la justice de leurs crimes atroces. Mais voilà, par exemple on entend des procès d'assises même en France, hein, ou des procès américains voilà, avec des serial killers, on se dit mais comment cette personne est-elle encore humaine? Et c'est là que c'est important, je pense, de comprendre ce que c'est un psychopathe, c'est que un psychopathe a l'apparence d'être comme tout le monde. Il est très très fort à se déguiser, à se fondre comme un caméléon dans son décor, dans son environnement, pour passer inaperçu le plus possible. Donc c'est pour ça que le psychopathe est extrêmement difficile à détecter. C'est pour ça que ce n'est pas le père narcissique que vous avez en tête quand vous regardez une vidéo YouTube le premier jour et que vous dites « Ah, c'est comme moi ». Voilà. Ça, je ne pense pas que ce soit le psychopathe. Quand vous avez tout de suite détecté les critères immédiatement dans la liste la plus simple de départ et que vous dites « Ah, mais c'est comme moi », voilà. Je vous assure que détecter un psychopathe, ça demande d'avoir énormément de lucidité et de connecter vraiment les éléments les uns avec les autres et de se rendre compte qu'un tel esprit tordu comme ça peut exister. Ça m'a pris énormément de temps pour me rendre compte de la personne que j'avais vue dans ma vie. Je le savais en fait à l'époque, hein, mais je ne savais pas que c'était comme ça. J'avais mis d'autres mots sur le sujet, mais bref, je vous expliquerai ça quand je ferai une vidéo sur le syndrome de Stockholm. Là, c'est pas ça que je voulais traiter. Voilà, donc comme vous avez vu, il faut faire attention quand on parle de pervers narcissique en France parce qu'on va mettre tout le monde dans la même boîte et ce n'est pas la même façon d'aborder le sujet qu'il faut prendre selon si c'est quelqu'un qui a un trouble narcissique, quelqu'un qui est sociopathe, quelqu'un qui est psychopathe. Je pense qu'en général, ceux que vous avez eus dans votre vie romantique ou familiale ou amicale, dans une relation, on va dire, affective, ça va plutôt être quelqu'un soit qui a un trouble narcissique, soit qui est psychopathe, parce que le sociopathe ne va pas vraiment s'attaquer à des gens proches de lui, enfin c'est pas, ils s'en foutent il n'y a pas de gens proches de lui, d'ailleurs il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas d'amis, enfin il n'y a pas de gens qui seraient intouchables et qui respecteraient, il respecterait un, voilà, il est prêt à tout pour avoir l'argent, pour le pouvoir, voilà. Donc il n'est pas trop dans les... Ça va plutôt être le côté patron vous voyez, patron pervers narcissique, ça, le sociopathe. Mais dans une relation de couple, en tout cas, c'est ce qui est quand même la situation qui revient le plus dans les sujets qu'on traite sur YouTube. Effectivement, je pense que vous avez soit affaire à un psychopathe, soit à quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique. Et on ne parle pas de la même chose, et c'est pas la même manière d'en guérir également. Parce que ça va pas être les mêmes concepts à intégrer, ça va pas être les mêmes enjeux. C'est pas la même thérapie, je pense, qui va permettre de quelqu'un qui a, je vous assure, hein, c'est pas pour faire mon intéressante, hein, je vous assure que quand j'ai expliqué là il y a quelques séances à ma thérapeute une partie de ce que j'ai vécu avec la personne que je pense fortement être psychopathe, je vous assure qu'elle avait du mal à m'écouter. C'était tellement sadique, tellement insoutenable. Je me rendais pas trop compte quand j'étais en train de le dire, parce que je le disais d'une manière très clinique, très froide, pour expliquer de manière très technique ce qui s'était passé. Parce qu'heureusement, le temps a passé et j'ai plus mal en parlant de ça. Mais effectivement, j'ai bien vu que
vu que j'étais extrêmement précise et technique et visuelle dans ma manière de raconter, j'ai bien vu qu'elle avait énormément de mal à ne pas me dire d'arrêter. Voilà. C'était très difficile pour elle, même pour elle qui a quand même l'habitude d'entendre des verbes qui n'est pas mûr. Je sentais que c'était quand même un degré là qui était difficile pour elle. Sans admiration, mais voilà. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que attention à pas tout mettre dans notre case française là, de la perversion narcissique. Encore une fois, le docteur Ramani en parle très très bien. C'est voilà, voilà, des trois différents degrés de mal, de maléfisme, voilà, de maléfique personnage que vous pouvez avoir en face de vous. N'hésitez pas, vraiment, je vous jure que c'est très important à aller consulter un professionnel qui connaît les problèmes de ce type, qui a de l'expérience avec les troubles de la personnalité au moins, ou en tout cas quelqu'un qui qui est spécialiste psychopathologique comme un thérapeute, c'est-à-dire qui a l'habitude de diagnostiquer et qui a une forte expérience et une très bonne culture clinique et qui va vraiment pouvoir vous dire exactement voilà, son avis scientifique sur votre situation, parce que je vous assure que c'est vraiment dangereux en fait de diagnostiquer soi-même des troubles, des pathologies qui sont aussi lourdes et aussi graves de conséquences en fait. D'aller dire à tout le monde après que votre ex était pervers narcissique alors qu'en fait il ne l'était pas, qu'il avait un fonctionnement toxique, ou qu'il avait des traits narcissiques, mais voilà, si ce n'était pas un pervers narcissique, il raconte tout le monde que ça en est un, c'est grave quand même, oui, parce que vous aussi, dans ce cas-là, vous racontez des choses qui peuvent fortement endommager la vie de cette personne, enfin, sa réputation en tout cas, et même ce que les gens ont de lui comme image. Bon, en général, ça marche pas. Hein. Ne râlez pas raconter à personne ça. Vous avez fait la vidéo là-dessus. Hein, voilà. Mais mettons que voilà, que vous arriviez à convaincre votre entourage que vous étiez avec un pervers narcissique. Et si en réalité, en fait, vous étiez avec quelqu'un qui avait un trouble de la personne narcissique, mais qui n'avait voilà, qui n'était pas qui n'est pas cruel dans le sens sadique, qui n'avait pas voilà, pour vraie volonté juste la jouissance de vous voir mourir sous ses yeux, si c'est pas quelqu'un comme ça, vous voyez, comme c'est que selon la personne qui vous écoute, elle va associer ça à des choses différentes. C'est pour ça que je vous mets en garde sur le diagnostic personnel, même s'il est très tentant et très agréable à faire sur le moment parce que c'est très libérateur. Tournez-vous vers des professionnels de santé. Pas besoin forcément que ce soit quelqu'un, le grand ponte, Alberto Heger, spécialiste français de la perversion narcissique à notre époque. Voilà, enfin, même un très bon psychiatre, psychopathologiste, va. Et puis même quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez raconter ça, et qui va quand même vous donner son avis clinique, qui sera quand même beaucoup plus fiable que votre propre interprétation, ne le prenez pas mal, hein, mais sans fondement et sans une connaissance vraiment précise de ce qu'est la clinique des troubles de la personnalité du groupe B, voilà, voilà, qui sont quand même un domaine très spécifique et qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience à gérer. Voilà. Ne comptez pas que sur YouTube et les vidéos, je sais que c'est génial parce qu'on s'aide les uns les autres et on partage et on échange et c'est gratuit et c'est accessible de chez soi et voilà, et que c'est plus facile entre guillemets que d'aller en thérapie parce que c'est pas toujours possible de trouver quelqu'un, c'est pas toujours bah, c'est trop cher, ça peut des fois on tombe pas sur la bonne personne ou il y a personne dans notre région ou c'est pas le prix est vraiment un investissement que vous ne pouvez pas faire. Et puis vous vous sentez plus compris avec les vidéos YouTube parce que les personnes, des gens comme vous qui êtes passé de questions par-ci par-là, alors que le thérapeute, lui, a un regard différent et va sembler peut-être plus froid, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui va rebuter les gens qui ont vécu une relation avec un narcissique. Je vous assure que c'est important quand même d'aller consulter parce que rien que pour valider un petit peu votre réalité, ce que vous avez vécu, mais quand même ne pas faire d'amalgame et ne pas employer les mauvais mots pour parler des choses qui vous sont arrivées. Hein, votre vérité mérite qu'elle soit dite avec les bons mots. Voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je l'ai faite sans point et sans poème. Je trouvais que c'était un sujet que j'avais envie de faire de manière plus naturelle et plus brouillon peut-être, mais qui serait plus issu vraiment de ma pensée spontanée, voilà, et j'espère qu'elle aura pu vous guider un petit peu sur cette histoire de confusion entre les choses, voilà.
Je vous dis un grand merci pour tout votre soutien et vos messages. Je prends un plaisir immense à faire ces vidéos et à échanger avec vous. Ça fait partie de ma mission, j'ai l'impression, pour le moment, de venir apporter ma petite pierre à l'édifice de cette communauté de santé mentale qui est là sur Internet. Et je voudrais vous témoigner tout mon amour, tout mon soutien. Et je rappelle que je ne minimise pas aucune de vos expériences. Il faut juste trouver le bon vocabulaire pour parler de ce qui vous est arrivé. L'homme a tue-tête, moi c'est la femme qui me nourrit. J'aime sa tête, j'adore ses seins et dans mon lit. Quand elle me regarde...